Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode spécial du monde merveilleux du scepticisme. Alors, 1 à 2 fois par mois, on va recevoir un collaborateur ou une collaboratrice qui va nous parler en profondeur d'un sujet en particulier. Aujourd'hui, on reçoit notre ami Stéphane Thériault. Stéphane, que j'ai mentionné dans le premier épisode du podcast, vous vous souvenez, je suggérais que lui et Chris aillent se promener main dans la main au Texas pour ensuite se frencher goulûment sur la place publique pour voir la réaction des gens de là-bas. Bonjour Stéphane. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Pour commencer, parle-nous un peu de toi. Qui es-tu? Que fais-tu? Pourquoi j'ai une chanson de Joe Dassin en tête, là? On se retrouve à l'été indien, pourtant on est juste au printemps. Tu veux qu'on la chante ensemble? Non, ça va aller. Bon. J'ai rien contre Joe Dassin, mais bon. OK, bon, ok. Donc, Stéphane, qui es-tu et de quoi on va parler aujourd'hui? Bon, rapidement, je suis professionnellement, je travaille en informatique, j'ai une maîtrise en informatique, mais ici, je suis ici à titre purement personnel parce que c'est tout simplement un sujet qui me passionne. Quand j'étais jeune, je m'intéressais beaucoup aux choses mystérieuses comme les fantômes, les extraterrestres. Puis je pensais, ouais. Puis ça, on pensait tout à ce moment-là que c'était vrai, hein. Mais ça rendrait la vie passionnante. Le problème, c'est que quand tu grandis, tu te rends compte que plusieurs de ces mystères-là sont explicables. Suffit simplement de faire quelques recherches pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe derrière ces phénomènes-là. Je me suis intéressé à la pensée critique, au scepticisme et aux croyances, et je me suis demandé la question, pourquoi les gens croient ce genre d'affaires-là? Pourquoi ils aiment ça? Est-ce qu'on est fait pour croire des choses qui sont pas vraies, ou en tout cas que finalement, on ne sait pas exactement si c'est vrai ou pas? Donc, j'ai continué, j'ai fait des lectures sur le scepticisme, j'ai lu les principaux auteurs comme James Randi, Michael Shermer, Richard Dawkins. Et après tout ça, ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est un sujet qui me passionne et j'aime me tenir au courant de tout ce qui se passe dans ce domaine-là dans le monde. Et j'aime aussi l'idée de partager mes découvertes avec les autres. Donc, en même temps, merci de m'en donner l'occasion. Ça fait très plaisir. Merci d'être avec nous. Alors, aujourd'hui, on parle du mouvement anti-vaccination. Pourrais-tu nous dire pourquoi ce sujet t'intéresse? Bien sûr. Je m'intéresse à ce sujet parce que les maladies infectieuses ont tué des milliards de personnes tout au long de l'histoire de l'humanité. On a juste à penser à la peste noire, une pandémie de peste bubonique qui a tué entre 75 et 200 millions d'Européens au 14e siècle. Le moyen le plus efficace de lutter contre ces maladies est la vaccination, qui ne guérit pas la maladie mais empêche simplement les gens de la contracter. De l'avis de tous les épidémiologistes, il s'agit de la plus grande invention de l'histoire médicale, certainement celle qui a de loin sauvé le plus de vies. Pourtant, à cause du mouvement anti-vaccination, ce merveilleux outil est en péril, avec des conséquences potentiellement tragiques à moyen terme. En plus, il y a une étude d'Angus Reid qui a été publiée en février 2015 qui révèle que la province de Québec est la pire à ce sujet au Canada. Quoi? Oui, j'ai été moi aussi très surpris de voir ça. Il y a plus de 25% des répondants qui pensent que les vaccins ne sont pas vraiment efficaces. Et il y a 35% qui considèrent qu'ils peuvent entraîner des effets secondaires importants. Ce qui n'est pas faux, aucune intervention médicale n'est sans risque. Bon, à part évidemment les pseudo-remèdes comme l'homéopathie, qui est en fait que de l'eau et du sucre. C'est d'ailleurs un excellent moyen de détecter si un produit est scientifique ou pas. Le point est que ces effets secondaires ne sont pas plus fréquents que les effets secondaires d'autres médicaments. Et les effets graves sont très rares, bien plus rares que les complications que peuvent entraîner certaines maladies. Le problème en est un d'information. Les gens normaux entendent qu'il semble y avoir une controverse au niveau des vaccins et qu'il faut faire attention. Mais c'est faux, il n'y en a pas, au moins parmi le corps médical. C'est pour ça que j'ai décidé de présenter ce qu'est le mouvement anti-vaccination, c'est quoi son agenda et c'est quoi ses arguments. Ouais! Mais pour commencer, juste pour que nos auditeurs puissent bien comprendre la situation, j'aimerais que tu nous parles un peu du système immunitaire, comment il fonctionne et comment la vaccination fonctionne. Le système immunitaire est un peu notre système de surveillance et de défense, en charge de détecter et repousser les invasions externes, ce qui dans notre cas veut dire tout agent qui ne fait pas partie de notre corps. Il est essentiellement réactif, c'est-à-dire que lorsqu'il détecte un intrus, il l'analyse et se met ensuite à produire des anticorps, dont les fameux globules blancs, pour les détruire. Le problème est que ce processus prend un certain temps et ça donne du temps à la maladie de se propager partout dans notre organisme avant que le système immunitaire ne puisse contre-attaquer.
S'ensuit une période de bataille entre les deux camps et c'est souvent ce qui produit les symptômes. Par exemple, le nez bouché et la production de morve lors d'un rhume sont des signes du combat entre notre système immunitaire et le virus. Dans la grande majorité des cas, le système immunitaire finira par gagner la bataille et éliminer le corps externe. C'est pourquoi la plupart des maladies se guérissent par elles-mêmes. Mais dans certains cas, la maladie se reproduit trop rapidement ou est trop résistante aux attaques, ou le système immunitaire est trop faible pour résister, comme dans le cas d'une personne qui est atteinte du sida, ce qui peut entraîner de graves complications et même la mort. Heureusement, une fois qu'un anticorps est produit par le système immunitaire, il reste présent dans notre corps pour une longue période de temps, de quelques mois à quelques années, dépendant des vaccins. C'est pour ça, par exemple, que si vous attrapez le rhume et le transmettez à quelqu'un d'autre, vous ne l'attraperez pas de nouveau lorsque vous serez guéri. Ouais, c'est pas un cercle sans fin, là. Exactement. Et justement, l'idée de la vaccination est basée sur ce fait-là. Il consiste à provoquer une réponse immunitaire de notre organisme pour qu'il produise des anticorps contre certaines maladies infectieuses avant même qu'on les attrape. Comme ça, si plus tard je suis mis en présence d'un de ces virus ou de ces bactéries, les anticorps que je possède déjà seront en mesure de les détruire immédiatement et je n'attraperai pas la maladie. Pour provoquer cette réaction, on n'a pas le choix que de mettre le système immunitaire en contact avec l'agent de la maladie. Il y a 4 types de vaccins principaux. Premièrement, le vaccin désactivé, qui consiste à injecter le patient avec un virus ou une bactérie dont l'agent infectieux a été détruit. Donc, il est mort. Les vaccins de ce type incluent la grippe, la polio, le choléra, la peste et l'hépatite A. Donc, il est sans danger. Effectivement, parce que, comme je disais, il n'y a pas de risque qui se propage à l'intérieur de notre corps. Ben, c'est mort, là. Oui. Okay. Il ne peut pas être plus mort que ça. Deuxièmement, il y a le vaccin atténué, qui utilise des virus ou bactéries dont l'agent infectieux est toujours vivant, mais avec une capacité de reproduction très limitée. Ces vaccins ont une efficacité plus longue que les autres, mais en revanche, ils ne peuvent être utilisés sur des gens qui ont un système immunitaire compromis. Par exemple, ceux qui ont le sida. Les vaccins de ce type incluent les oreillons, la rubéole, la varicelle et la tuberculose. C'est celui-là qui était épeurant, là. C'est lui qui risque d'avoir le plus d'effets secondaires, évidemment, effectivement. Par contre, c'est lui qui demande le moins de boosters, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le reprendre plusieurs fois dans notre vie. Ah, ok. Le troisième type est le vaccin synthétique, qui reproduit plutôt la structure des protéines qui entourent un virus et non pas le virus lui-même. Donc, il ne contient pas d'agent infectieux. En fait, on trompe le système immunitaire pour lui faire croire que la molécule qu'on vient d'injecter est un virus pour qu'il se mette à produire les anticorps désirés. Les vaccins de ce type incluent l'hépatite B et le papillomavirus humain contre le cancer du col de l'utérus. OK. Finalement, le dernier type est le vaccin constitué de toxines inactivées. Il est utilisé lorsque les symptômes les plus graves d'une maladie sont dus aux toxines qu'elle génère plutôt qu'au virus lui-même. À ce moment-là, on vaccine plutôt contre ces toxines que contre l'agent infectieux. Par exemple, les vaccins du tétanos et de la diphtérie en sont 2 exemples. Mais là, ça non plus, il n'est pas dangereux du tout, là. Effectivement, parce que là, c'est non seulement il n'y a pas d'agent infectieux, mais on n'administre même pas la molécule du virus. On en fabrique une artificielle. Ben oui. Donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il n'y aura pas de risque d'infection. Il peut y avoir d'autres risques, par exemple. Oh! Pas de risque particulier, mais les risques intrinsèques à faire une opération médicale. Si tu veux. OK, ouais. Il faut bien spécifier que les anticorps produits par le système immunitaire contre un agent infectieux précis sont tellement bien adaptés qu'ils ne sont pas efficaces contre les autres maladies, et souvent même contre les variances d'une même maladie, par exemple pour la grippe. C'est pour ça qu'il n'existe pas de vaccin universel et qu'il faut donc recevoir autant de vaccins différents. Par contre, les résultats sont probants. Le nombre de cas de personnes infectées par les maladies contre lesquelles on peut vacciner a baissé dramatiquement, de 80 à 98%. Dans quelques cas très rares, comme la petite vérole, ou ce qu'on appelle smallpox en anglais, on a tout bonnement éliminé la maladie sur la planète, le dernier cas remontant en 1977. Wow! Mais si c'est vraiment efficace, comme tu le dis, pourquoi le mouvement anti-vaccination est si populaire? Mais juste une précision, le mouvement a toujours existé, principalement car les gens ne comprennent pas qu'il y a toujours un risque associé à tout acte médical. Les vaccins ne sont pas fiables à 100% et il y a toujours des effets secondaires possibles. Mais les gens ne comprennent pas bien les statistiques. Ils préfèrent se fier à des anecdotes, aux bouches à oreille puis à des cas isolés. Pour eux, avoir une diminution de 90% des cas est moins important que de savoir que le petit gars du voisin est devenu malade après avoir reçu un vaccin. Ouais. Mais on va y revenir plus tard sur ce phénomène-là.
Pour revenir à la question, la popularité actuelle du mouvement anti-vaccination remonte à 1998, alors qu'un gastro-entérologue anglais, le Dr Andrew Wakefield, a publié dans The Lancet, un journal scientifique très prestigieux, une étude qu'il a faite avec 12 collègues et qui montre une possibilité que le vaccin MMR, celui qui couvre la rougeole, la rubéole et les oreillons, puisse causer l'autisme chez certains enfants. De plus, ils auraient détecté un nouveau symptôme de l'autisme qu'ils ont appelé autistic entérocolitis. Ouais, c'est ça. Moi non plus, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais en fait, personne ne sait ce que c'est. À la suite de ces découvertes, Wakefield a conseillé, via les journaux et non pas via les autorités médicales, de suspendre l'utilisation du vaccin MMR, puis plus tard de séparer les 3 vaccins en 3 injections séparées, avec un intervalle d'1 année entre chaque, pour soi-disant ne pas surcharger le système immunitaire des enfants. Dans les mois qui ont suivi, cette étude a été mise en doute par toute la communauté médicale, car aucun autre chercheur n'a pu répliquer ces résultats. De plus, il y a d'autres études qui ont montré que d'administrer le vaccin MMR de façon séparée, comme le docteur le proposait, n'avait aucun bénéfice sur la santé. Malgré ça, l'étude est propagée par les journaux, qui a entraîné une baisse importante de la vaccination en Angleterre, aux États-Unis et en Irlande. Juste en Angleterre, le pourcentage de vaccination est passé de 92 à 80%, ce qui est extrêmement mauvais pour l'immunité de groupe, dont je vais parler tout à l'heure. Certaines vedettes, dont Jenny McCarthy, ont ensuite décidé que Wakefield avait raison et ont commencé une croisade contre les vaccins. Mais il avait tort. Oui, on va vraiment y revenir là-dessus. Il va se faire ramasser. Il n'a pas peur. En fait, ça commence en 2004. Il y a une enquête du journaliste Brian Deere du Sunday Times qui affirme que le Dr Wakefield était en conflit d'intérêts non déclaré lors de ses études, ce qui a forcé ses 12 co-auteurs à lui retirer leur support. Oh. Ces révélations poussent également le British General Medical Council à lancer une enquête sur Wakefield et 2 anciens collègues concernant des actes contre-éthiques et pour vérifier s'ils avaient soumis certains de leurs sujets à des procédures médicales invasives inutiles. Ce qui a des relents de certaines histoires qu'on connaît de l'ancien temps. OK. Le 28, sent mauvais. Exactement, oui. Et ça fait juste commencer. Le 28 janvier 2010, il y a un comité du BGMC qui trouve Wakefield coupable de 36 infractions, incluant 4 charges de malhonnêteté et 12 charges d'abus d'enfants avec problèmes mentaux. Oui, parce que, comme je dis, il travaillait avec des enfants qui avaient l'autisme. Ouais. Le journal Lancet retire aussitôt l'article original, le qualifiant de fraude complète. Ben voilà. Et oui, 3 mois plus tard, le Dr Wakefield est radié de l'Ordre des médecins anglais. Yes! Ah, mais c'est pas tout. En fait, le pire reste à venir. En janvier 2011, Brian Deere récidive, le journaliste, récidive et publie dans BMJ que les actions de Wakefield étaient frauduleuses. Au moment de l'étude, Wakefield se préparait à servir de témoin expert, contre rémunération évidemment, pour les parties plaignantes lors de poursuites contre les compagnies fabriquant le vaccin MMR. Il prévoyait également créer une compagnie qui vendrait des ensembles de diagnostics de l'autisme basés sur le fameux symptôme qu'il a découvert et qui, comme je disais, n'a jamais été confirmé. Ben voyons donc! C'était tout un numéro. C'était un salaud? Ah, c'était un enfant de chienne, oui. T'as mentionné Jenny McCarthy tout à l'heure. Quel est son rôle dans ce mouvement? Ah, tient simplement le rôle de porte-parole célèbre, autant qu'une ancienne Playmate of the Year et actrice de série C de télé-réalité peut l'être. Son fils a reçu un diagnostic d'autisme en 2005, peu de temps après avoir reçu le vaccin MMR. Elle rend donc ce vaccin responsable de cet état, même si plusieurs experts mentionnent que les symptômes de son fils seraient plus reliés au syndrome Landau-Kleffner, une maladie neurologique qui cause des convulsions et la perte de la parole. Elle refuse évidemment de le croire et elle a même refusé que son fils soit examiné pour cette maladie. Ben voyons donc, c'est ridicule. Je me garderais de mettre des commentaires. Un de ses arguments initiaux est que l'autisme est causé par le thymérosal, un produit organique dérivé du mercure et servant à la conservation des vaccins depuis les années 30. La raison est qu'il contient du mercure et le mercure, c'est dangereux. Sauf qu'il y a quelques petits points là, qui font en sorte que ça ne marche pas exactement. Premièrement, il y a moins d'1 microgramme, c'est-à-dire 1/1000 de gramme de mercure par vaccin, ce qui est comparable à beaucoup de poissons qu'on mange. OK. Et c'est une seule injection, souvent. Là. Le type de mercure présent est organique et est beaucoup moins toxique que le mercure normal.
Troisième point, si le mercure causait l'autisme, les Japonais devraient être les champions de l'autisme en raison de la quantité de poissons qu'ils mangent. Mais évidemment, c'est pas le cas. Ils n'ont pas plus d'autisme au Japon qu'ailleurs dans le monde. Et finalement, la cerise sur le sundae, c'est qu'aux États-Unis, le thimerosal a été retiré des vaccins par mesure préventive dès 1999. Bon. Et pourtant, il n'y a eu aucune diminution des cas d'autisme depuis ce temps-là, au contraire. Ok, bien là, tout son argument tombe à l'eau, là. C'est comme, il n'y en a plus, il y a zéro, c'est fini. Oui. De façon logique, effectivement, c'est vrai. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de logique dans son point de vue, anyway, de toute façon. Tu sais, veux dire, par souci de brièveté, je vais passer par-dessus toutes les pseudosciences qu'elle a utilisées, dont certains assez dangereuses, pour guérir son garçon. Hein. Oh non, on parle des cuillères! Ah, ben là, ça sera pour une autre émission. Tu aurais juste à me réinviter. Mais je mentionnerai juste qu'en 2013, sa sélection pour participer à l'émission The View a suscité tellement de colère à cause de sa croisade qu'elle a dû se rétracter à plusieurs reprises en déclarant qu'elle n'était pas anti-vaccin, elle était même pro-vaccin, mais encourageait simplement les gens à être prudents et à poser des questions. Ce qui est très caractéristique de ceux qui croient en la pseudo-science et les conspirations. Hein. Ils ne font toujours que poser des questions. Mm-hmm. C'est vrai, dans le sens où ils ne portent aucune attention à la réponse qu'on leur donne. Ouais. Maintenant qu'on connaît mieux ce qu'est le mouvement anti-vaccination, j'aimerais que tu me parles un peu de son effet. Pourquoi on doit le combattre? Un des effets majeurs de la non-vaccination des enfants est une diminution de l'immunité de groupe. C'est un phénomène qui veut que lorsqu'un pourcentage suffisant de la population est vaccinée, toute la population est immunisée, même ceux qui n'ont pas reçu le vaccin. Simplement parce qu'il n'y a personne pour leur transmettre la maladie. Ce taux varie dépendant de la maladie et peut aller de 75% pour les oreillons à 95% pour la rougeole. Pour que cette immunité de groupe soit présente partout, il faut que le taux soit maintenu sur l'ensemble de la population. S'il y a des communautés où le taux est plus faible, on pourrait très bien y voir l'éclosion d'une épidémie locale, même si toutes les communautés autour ont un taux de vaccination suffisant. Ouais. Le deuxième effet apparent qu'on peut voir un peu partout dans le monde est le retour en force de plusieurs maladies infectieuses pratiquement disparues, comme la rougeole, les oreillons ou la coqueluche. On en a eu un bon exemple au début de l'année avec une épidémie de rougeole qui s'est produite à Disneyland, avec plus de 119 cas reportés, la plupart des touristes qui sont retournés chez eux avec la maladie. Un de ces touristes était justement un Québécois de la Naudière qui, en revenant, a causé une épidémie dans sa région, avec 136 cas répertoriés depuis le début de l'année. Et il y a aussi la coqueluche qui est très active. En 2012, le nombre d'Américains atteints de coqueluche était le plus élevé depuis 1955, avec presque 50 000 cas. Nous en avons eu des répercussions au Québec, puisque de 2011 à 2012, le nombre de cas reportés a littéralement doublé. OK. Je l'ai eu, moi, la rougeole, les oreillons. Non, je pense pas avoir eu la coqueluche, par exemple. Moi, je dois avouer que j'ai été chanceux pour ça. J'ai eu aucune de ces maladies-là. Mais j'ai été vacciné. Ça veut-tu dire que mes parents m'ont pas vacciné? Non, mais on va voir tout à l'heure pourquoi ça veut pas dire ça exactement. OK. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre avec tous ces bienfaits comment quelqu'un peut être contre la vaccination. Comment on peut expliquer ça? C'est prouvé, là. La première chose à comprendre est que l'être humain n'est pas aussi rationnel qu'on voudrait bien le croire. Il a tendance à croire la première information qu'il reçoit, surtout si elle confirme sa première impression. Et comme tu le sais, sur Internet, c'est très facile de trouver de la fausse information. Oh que oui! La bonne information est là, mais elle est tellement noyée dans un océan de mensonges, de désinformation et d'erreurs qu'il est difficile à trouver. Et de plus, la personne normale n'a pas vraiment les moyens de déterminer, parmi toutes les sources qui lui sont offertes, quelles sont celles qui sont fiables. Une autre tendance partagée par une partie de la population est d'accorder plus d'importance aux opinions des personnes publiques, comme si leur notoriété rendait cette opinion plus valable. Croyez-moi, ils en savent probablement moins que toi puis moi quand vient le temps de parler science. Ce que leur notoriété leur apporte, c'est plutôt une plateforme pour se faire entendre plus fort que les autres, c'est tout. De plus, ces porte-paroles autoproclamés, comme tous les promulgateurs de pseudosciences, repoussent les critiques en disant qu'ils ne font que poser des questions. Comme Jenny McCarthy. Exactement. Et comme tout bon quack, ils ignorent systématiquement les réponses qui font pas leur affaire, ou ils attaquent carrément la crédibilité de ceux qui leur répondent, en disant qu'ils sont à la solde des compagnies pharmaceutiques. Oh. Mais laissons-là de côté ces porte-paroles, puis revenons aux gens normaux. Hein. C'est ça qui nous intéresse plus ici. Ouais. Un facteur qui, je pense, entre en ligne de compte est que toutes les générations depuis la génération X sont nées après l'apparition des vaccins principaux.
et donc n'ont jamais connu l'époque où, par exemple, la tuberculose faisait des ravages dans les piscines de Montréal dans les années 40 et 50. À cette époque-là, les maladies infectieuses représentaient plus de 13% des décès dans la province, alors qu'elles ne représentent plus que 3% actuellement. Et comme ils n'ont jamais connu ça, ils ne comprennent pas vraiment l'importance de ces vaccins. Et ça expliquerait pourquoi il y a très peu de personnes âgées dans le mouvement anti-vaccination. Eux autres, ils ont vécu ça et ils ont compris. Ouais, sauf que ça explique pas vraiment cette idée de rendre les vaccins responsables de l'autisme. C'est vrai. Dans ce cas précis, je dirais simplement que cela vient de notre besoin inné de trouver des coupables à une situation qu'on perçoit comme injuste. Beaucoup de gens ne peuvent accepter qu'une telle situation ne soit simplement l'effet du hasard ou de la génétique. Il faut donc que quelque chose ou quelqu'un soit responsable, et ils ont évidemment tendance à en attribuer la responsabilité au premier facteur disponible. Dans le cas de Mme McCarthy, l'injection du vaccin MMR à son fils quelques mois avant son diagnostic d'autisme en faisait la cible parfaite, même s'il n'y avait aucune preuve qu'il soit responsable. Son intuition de moment était suffisante. Eh là là. OK, maintenant on va jouer à un petit jeu. Je vais énumérer pour toi plusieurs arguments contre la vaccination que j'ai entendus et j'aimerais que tu les réfutes, si tu en es capable. Eh bien. Premièrement, les vaccins causent l'autisme. Ben celle-là, c'est facile. C'est simplement faux. Hein? On en parle depuis tantôt. Étude après étude ont démontré qu'il n'y avait aucun lien entre les deux. Le taux d'autisme est identique chez les vaccinés et les non-vaccinés. Effectivement. OK. Comment alors peut-on expliquer la hausse des cas d'autisme? En toute probabilité, il n'y a probablement pas plus d'autisme qu'avant. C'est simplement que nous sommes devenus bien meilleurs à les diagnostiquer. Pense à tous tes camarades de classe primaire qui avaient des problèmes de comportement. Aujourd'hui, plusieurs d'entre eux seraient probablement diagnostiqués comme autistes. Avant, ils étaient simplement des cas problèmes. Ouais. OK, c'est bon. Certaines maladies contagieuses ne sont pas vraiment dangereuses. Ouais, sans vouloir être alarmiste, c'est faux. Même la maladie la plus bénigne peut être mortelle. Sais-tu qu'il y a plus de 600 morts de la grippe depuis août 2014 au Canada? Pourtant, c'est pas vraiment quelque chose de très dangereux. Hein? Ouais. Un autre exemple, la rougeole, qui est particulièrement active dernièrement. Elle peut causer des effets légers, comme la diarrhée, mais aussi des effets sérieux, comme la pneumonie, l'inflammation aiguë du cerveau ou l'ulcère de la cornée. Aïe aïe! Oui, et elle a un taux de mortalité de 0,3% dans les pays développés et de plus de 28% dans les pays sous-développés où les soins ne sont pas disponibles. Un point qu'il faut souligner, c'est que la vaccination veut dire prévention et non pas guérison. Ce n'est pas parce que nous avons un vaccin contre une maladie que nous savons comment la guérir. Par exemple, il n'y a aucun remède contre la rougeole, et c'est pour ça que son taux de mortalité est de 0,3% et non pas de 0%. Ouais. Ok, attends, j'en ai une bonne, là. Je veux pas donner de poison à mon enfant. Il peut y avoir des effets secondaires. On va se comprendre. Donner un vaccin n'est pas donner la maladie à son enfant. Dans le pire des cas, l'agent infectieux est grandement atténué. Dans le meilleur des cas, il n'est même pas présent. Ouais. Pour ce qui est des effets secondaires, c'est vrai qu'il peut en avoir, mais c'est aussi vrai pour les pilules contre le mal de tête ou contre l'hypertension. Aucun médicament n'a pas d'effet secondaire. Et la probabilité de mourir d'une maladie infectieuse est des dizaines de fois plus élevée que de mourir suite à l'injection de vaccins. Par exemple, en 2009, lors de la crise du H1N1, il y a 1,477 millions de doses de vaccins qui ont été injectées au Québec. Si le taux de mortalité était de 0,3 comme la rougeole, il y aurait plus de 4431 personnes qui seraient mortes suite à son administration. Or, si on regarde les statistiques, il y en a seulement 23 personnes qui ont eu des conséquences graves, et une seule d'entre elles en est morte, un homme de 80 ans qui souffrait déjà de multiples problèmes de santé. On peut donc conclure que l'administration de vaccins est très, très sécuritaire. Effectivement. Attends, là, j'ai quelque chose de gros, là. OK. T'es prêt? Shoot. C'est juste une conspiration des Big Pharma pour faire de l'argent. Cela me fait bien rire, car à première vue, elle pourrait faire du sens. Mais quand on fouille un peu, on se rend compte que les compagnies de pharmaceutiques n'ont en fait aucun intérêt à produire des vaccins. Juste pour vous donner une idée, la vente de vaccins ne constitue à l'échelle de la planète que 1,82% des revenus de vente des compagnies pharmaceutiques en 2013. En termes de profit, on parle d'à peine 2,5 milliards de dollars. En comparaison, Lipitor, le médicament numéro 1 de tous les temps au niveau des ventes, a généré à lui seul 11 milliards de dollars de revenus en 2011. Ça, c'est pour un seul produit d'une seule compagnie.
Mais en même temps, dans ce cas-là, vous pouvez vous demander si c'est si peu rentable de faire des vaccins, pourquoi les compagnies font-elles pareil? Ouais, pourquoi? La vérité est que les pharmaceutiques veulent que vous viviez vieux. Pourquoi? Parce que c'est quand on est vieux qu'on consomme le plus de médicaments, qui eux sont beaucoup plus rentables. Un enfant qui meurt très jeune de la polio ne leur rapporte qu'une infime fraction de ce que cette personne leur rapporterait si elle vivait jusqu'à 90 ans. C'est un peu cynique, là, mais c'est quand même ça l'économique des médicaments. Ouais. Donc, de penser qu'elles encouragent une vaccination inutile ou dangereuse est complètement farfelu. Par contre, il est tout en leur avantage de nous protéger avec de vrais vaccins qui fonctionnent pour qu'on vive vieux. Ouais, ça fait du sens, ça fait du sens. OK, je t'arrive avec un autre, là. Ben voilà, le vaccin contre la grippe fonctionne pas, donc les vaccins, ça fonctionne pas. Ici, il y a un fond de vérité, car c'est vrai que le virus de la grippe ne fonctionne pas toujours, mais pas parce que le vaccin est inefficace. La raison en est qu'il y a des dizaines de souches de la grippe et qu'elles sont suffisamment différentes l'une de l'autre pour que les anticorps d'une souche ne fonctionnent pas contre une autre souche. Et comme on ne peut développer et distribuer des vaccins pour chacune des souches par faute de temps et d'argent, il y a une étude chaque année qui est faite pour déterminer les souches les plus à risque de nous atteindre, et on développe des vaccins contre elles. Mais ce sont que des probabilités, donc il peut toujours avoir la situation où la souche qui se répand, comme celle de 2015, ne soit pas celle prévue. Et à ce moment-là, le vaccin est inefficace, simplement parce qu'il n'est pas adapté à cette souche particulière. Mais heureusement, la grippe est un cas isolé. La très grande majorité des vaccins n'ont pas ce problème-là. OK. Attends, là. C'est une conspiration des médecins contre le docteur Wakefield. C'est ça. C'est un autre argument farfelu aussi. Ma réponse serait tout simplement « Pourquoi? » Pourquoi est-ce que le corps médical de tous les pays développés se serait uni, car il n'y a pas un seul médecin sérieux qui supporte Wakefield, pour renier sa découverte? Je veux dire, la science est remplie de gens qui ont bouleversé les conventions et apporté de nouveaux points de vue. Ils ont été contestés, bien sûr, mais comme ils avaient raison, ils ont pu le prouver. D'autres chercheurs ont pu confirmer leurs résultats. Finalement, leur point de vue est devenu celui accepté. Dans notre situation, il n'y a personne qui a pu reproduire les résultats du Dr. Wakefield. Donc, aucun docteur n'a de raison de croire qu'il avait raison. Ouais. Ouais, OK. Si ton enfant est vacciné, pourquoi ça te dérange si le mien ne l'est pas? Il attrapera pas la maladie. Ce serait vrai si tout le monde pouvait être vacciné, mais c'est malheureusement pas le cas. Selon le carnet de vaccination du gouvernement du Québec, l'administration de la majorité des vaccins se fait entre 2 mois et 6 ans. Il y a donc une assez longue période où les enfants ne sont pas protégés. De plus, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas être vaccinées pour des raisons médicales. Prenons l'exemple d'un enfant atteint du sida. Son système immunitaire, sous l'effet de la maladie, est probablement trop faible pour combattre les agents infectieux, même atténués. Finalement, le taux de succès des vaccins, c'est-à-dire que le corps se met à produire des anticorps du bon type, est très élevé, mais il n'est pas de 100%. Il n'y a rien dans la médecine qui est sûr à 100%. Mais ce n'est pas un gros problème tant que le taux de vaccination reste assez élevé pour avoir une immunisation de groupe. Mais si elle disparaissait, ça pourrait avoir de graves conséquences sur la santé des enfants. OK. Effectivement. Ça va bien pour toi, là. Ouais. Non, je me débrouille, je pense. OK, puis maintenant, ceux qui disent je suis libre de décider pour mon enfant. Normalement, c'est tout à fait vrai. Le problème est que la vaccination ou non de vos enfants est une décision qui peut avoir des conséquences sur tout votre entourage, pas juste sur votre famille. Et la liberté de l'un doit se terminer où commence la liberté de l'autre. Il s'agit ici plus d'une question de santé publique que de liberté personnelle, et dans ce cas, il est parfaitement acceptable de limiter les libertés des gens. Les gouvernements l'ont fait à plusieurs reprises dans le passé. On n'a qu'à penser au port obligatoire de la ceinture de sécurité, aux limites de vitesse, ou à l'interdiction de conduire avec des facultés affaiblies. Ouais, ben je pense qu'on a fait pas mal le tour de la question. Juste une dernière chose avant de terminer notre entretien. D'après toi, comment est-ce qu'on peut contrer cette désinformation? Parce que c'est de la désinformation, là. Je pense pas qu'il y ait une solution universelle. Évidemment, ça commence par éduquer les gens et leur offrir toute l'information dont ils ont besoin. Il faut également trouver un moyen de développer leur esprit critique pour qu'ils soient capables d'évaluer non seulement l'information qu'on leur offre, mais aussi la source de cette information-là. Et je ne veux pas dire par là que les gens comme Jenny McCarthy sont mal intentionnés, c'est tout simplement qu'elles sont mal informées et elles utilisent leur popularité pour faire connaître leur point de vue. D'une façon ou d'une autre, il y aura toujours des gens qui seront perdus à cette cause, simplement parce qu'il est pratiquement impossible de changer l'opinion des gens quand ils y sont arrivés par pure émotion. Il
faut plutôt viser ceux qui sont honnêtes dans leurs doutes et les convaincre du bienfait de la vaccination. Je donnerai juste un exemple. J'ai une cousine qui a 7 enfants. 7, oui. Et les a fait Attends une minute. Juste, ça a comme fait un buzz dans ma tête, là. 7. Oui. Comme 7, là. Oui, dans le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah! OK, continue. Excuse. Oui, vas-y. C'est beau. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'elle a fait vacciner les 6 premiers de façon tout à fait conventionnelle, mais dernièrement, elle a entendu des informations comme quoi la vaccination pouvait être dangereuse. Et elle se demandait donc si elle devait faire vacciner son dernier, si c'était responsable. Mais au lieu de se fier à n'importe quel oiseau sur le net, elle est venue me poser la question pour voir qu'est-ce que j'en pensais. Je lui ai immédiatement présenté un ensemble d'informations qui en fait couvre la base de la présentation que je fais ici, avec lien à l'appui au gouvernement et aux Québécois et Canadiens. Puis en lisant ça, elle a décidé de faire vacciner son fils. Point réglé et bravo la cousine pour avoir fait agir de façon responsable. Yes! Bravo la cousine! Une approche plus coercitive pourrait être appropriée. On pourrait aller jusqu'à l'obligation de faire vacciner ses enfants, à moins évidemment de contre-indication médicale. Au Québec, la vaccination est fortement conseillée, mais pas obligatoire. Aux États-Unis, les gens doivent par défaut se faire vacciner, mais plusieurs exceptions sont permises, allant du médical au religieux en passant par la morale. Mais suite à la recrudescence des maladies contagieuses, plusieurs États ont décidé de resserrer les critères d'obtention d'une exemption et exigent des preuves qu'elle est nécessaire, ce qui n'était pas le cas avant. N'importe qui pouvait obtenir une exemption juste en faisant la demande. Peut-être qu'on devrait aller là, nous autres aussi. Ça reste à discuter. Ben oui, vraiment. Je suis tout à fait d'accord. Qu'on mette ça obligatoire tout de suite, là. Allons-y. Oui, bien évidemment, il faut falloir dealer avec les gens qui ne seront pas d'accord avec ça, mais dans certains cas, je pense que ça vaut la peine. Ah, ben merci Stéphane. Ah, ça m'a fait plaisir. De l'avis de tous les épidémiologistes... OK. De l'avis de tous les épidémiologistes... C'est un mot difficile, là. Ouais, excusez-moi. OK, je recommence. OK. Ben voyons donc! C'était tout un numéro. C'est un... Oui, je suis d'accord. On a le tag explicit. Tu peux faire des insultes tant que tu veux. OK. C'était un salaud? Ah, c'était un enfant de chienne, oui. Même si toutes les communautés autour ont un taux de satisfaction suffisant. De vaccination, pas de satisfaction. OK, je vais juste reprendre la dernière phrase, oui. OK? Il faut donc que quelque chose ou quelqu'un soit responsable. Et ils ont évidemment tendance à en attribuer... bon, mon écran s'est fermé, là. Oups! Oh, lick! Excusez-moi, je reprends. Bon. OK. Comment alors peut-on expliquer la hausse des cas d'autisme? Pas la hausse. Attends. Ouais. Ouais, celle-là me fait bien rire. Parce qu'à première vue, elle pourrait faire du sens. Mais quand on fouille un petit peu, on se rend compte que les compagnies pharmaceutiques... Oups, ah merde. On recommence ça parce que j'ai pesé sur un bouton de la... Ça fait un boop. Ben, la vérité, c'est que les pharmaceutiques veulent que vous viviez vieux. Bon, je savais que j'allais pouvoir... Bon. Il y a trop de V dans ta phrase. Ouais, c'est ça. Je vais essayer pareil. Ici, il y a un fond de vérité, car c'est vrai que le virus de la grippe ne fonctionne pas toujours. Mais pas parce que le vaccin est efficace en lui-même. Inefficace. Non. Ah, excusez-moi. Excuse-moi, c'est vrai. Prenons l'exemple d'un enfant atteint du sida. Oh, damn it. Jonathan,
Et là là, excusez. Désolée. Tu peux-tu faire mettre sur mute? Je sais pas comment. C'est Windows 8, là, c'est pas évident. Yes! Bravo! Cut. Cut, cut!